Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal sur CamNews 24. À suivre dans cette édition législative et municipale du 30 septembre prochain, la Cour suprême siégeant comme Conseil constitutionnel examine déjà les recours. Conformément aux dispositions de l'article 129 du Code électoral, la haute juridiction procède depuis ce 13 août 2013 à l'examen des 74 requêtes introduites par une vingtaine de partis politiques aux fins de contestation ou de réclamation relative au rejet ou à l'acceptation des candidatures à l'élection des députés prévue le 30 septembre prochain. Et les CAM et les acteurs politiques du littoral en concertation, l'organe en charge de l'organisation des élections a tenu une rencontre ce jour à la salle des banquets de Douala. Objectif, échanger avec la crème politique de la région afin de prévenir toute entrave au bon déroulement du scrutin le 30 septembre prochain. Et puis des missions collectives au sein de l'UNDP à Garoua 2e. Des responsables locaux du mouvement des jeunes de cette formation politique se sont réunis ce jour, mardi 13 août 2013, à l'Aïndé, dans la commune de Garoua 2e, en vue de prononcer une déclaration collective de rupture avec l'UNDP, au sein de laquelle on décrit des méthodes managériales. Voilà pour les titres. Mais avant, une fois n'est pas coutume, nous ouvrons ce journal avec la présidentielle malienne. C'est avec une grande satisfaction que les Maliens ont accueilli lundi soir la reconnaissance de la défaite de Soumaïla Cissé, candidat malheureux du second tour de l'élection présidentielle organisée dimanche dernier au Mali. C'est en grand nombre qu'ils sont rués vers les kiosques à journaux pour commenter cette victoire de la démocratie à la malienne. Récit d'une matinée mouvementée, c'est avec nos envoyés spéciaux à Bamako, Constant Collet et Gustave Canada. Ce matin, nombre de Maliens se sont déplacés vers les kiosques à journaux pour avoir la dernière information. Et la dernière information aussi est livrée par les journaux, parus sur la place de Bamako, en ce deuxième jour de la semaine. Il faut dire que le peuple malien s'est retrouvé un peu comme prise de court au sortir donc de cette visite tendue du candidat Soumaïla Cissé au domicile de son adversaire Ibrahim Boubacar Keïta. C'est donc dire que les deux adversaires ont décidé de mettre le Mali sur la ligne. Raison pour laquelle le journal Le Combat constate dans sa une du mardi 12 août, dans sa une du mardi 16 août 2015, que c'est un nouveau départ. En fait, il fait un clin d'œil au second tour de l'élection présidentielle pour constater et surtout saluer la chaleureuse félicitation de IBK. L'indépendant n'est pas si éloigné lorsqu'il constate pour sa part que le domicile de IBK avait pris les allures des fêtes le lundi soir. Cette fête donc veut dire ici que le peuple malien est sorti grandi de ces élections. Pour sa part, c'est une leçon de sportivité, affiche donc le journal le soir et qui constate à sa une avec l'indicateur plus les mêmes, que le déplacement de Soumaïla Cissé au domicile de IBK n'est rien d'autre qu'une leçon à ceux-là même qui le trouvaient comme le mauvais perdant de cette élection présidentielle qui a vu descendre pas mal de Maliens aux urnes dimanche dernier, malgré la force de celui qui s'était abattu sur la ville. Pour sa part, le journal, dans la continuation de cette revue de presse avec le peuple malien, ici déployé, on constate donc que les uns et les autres sont pratiquement unanimes sur la question, que ce soit le journal La Nouvelle, en passant par La Nouvelle, La Patrie le soir, ou tout simplement le Pouce. La leçon attendue est tout simplement arrivée. Les uns et les autres avaient prévu tout simplement que soit respectée la volonté des Maliens. Ces choses faites aujourd'hui, la sagesse a prévalu. Reste donc maintenant les regards tournés du côté de l'administration territoriale qui est à confronter les résultats, puisqu'il faut le dire, le décomptage est fini. Soumaïla Cissé a certainement eu vent de tous ces observateurs qu'il avait déployés sur le terrain avant donc de se déplacer. Selon lui, les dés ont été pipés et nous vous proposons donc de suivre juste après nous le commentaire de quelques Maliens que nous avons retrouvés dans la rue ce matin. Il faut dire que nous continuons à nous déployer dans le cadre de ce second tour pour le bien-être de téléspectateurs de CamNews 24. Nous sommes Gustave Canada et moi-même Constant Collet dans les rues de Bamako. Et en attendant les résultats officiels du second tour de cette élection, la sortie du président de l'URD ne laisse nul indifférent. Citoyen ordinaire ou homme politique, chacun y va de son commentaire. Mais en définitive, disent-ils, c'est le peuple malien qui en sort grandi et amorce ainsi une nouvelle ère. Nous vous proposons de suivre à présent l'attitude des uns et des autres au micro de Constant Collet pour CamNews 24. Bien passé. Tous les Maliens sont sortis. Tous les peuples maliens sont sortis pour aller voter. Ça s'est très bien passé. Et maintenant, qu'est-ce que vous espérez? On espère que tout passe bien. Celui qui a été élu là, ça a été bien passé. Tout le monde a proposé
parce que tous les Maliens provenus IBK. Et Dieu a fait qu'il est revenu, Dieu merci. Ça s'est bien passé. Comment est-ce que vous avez apprécié le déplacement de Soumaïla en tant que hier soir? Soumaïla est démocrate. Soumi, c'est un intellectuel. Il fait ce qu'il a fait. C'est un intellectuel. Il a fait son travail. Il est démocrate. C'est ça la démocratie. La démocratie malienne a triomphé. Ça crée la cohésion au sein même du pays. C'est une bonne... Vraiment, les gens vont copier ça et ça porte l'attention et c'est une bonne chose vraiment. C'est une bonne chose pour le Mali? C'est une bonne chose pour le Mali. C'est le Mali qui gagne. Au-delà des élections, au-delà de la politique, c'est le pays. Et il a montré que vraiment, c'est un Malien. C'est un patriote. Il aime son pays. Ça, c'est dans la culture malienne. Vraiment, le Mali est reconnu pour ça. Tu vois, les moments difficiles, on les transcende ensemble. Et le bonheur, on le partage ensemble. Vraiment, ce qu'il a fait, c'est purement malien. Est-ce que c'est une main tendue qui peut quand même se retrouver quelque part dans le gouvernement? Absolument, c'est une main tendue et puis Ibrahim Boubacar ne va pas le refuser. Parce que là où nous sommes, un seul homme ne peut pas gérer ce pays. Il faut qu'on se donne la main, il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on s'entraide. Et juste après ce journal, ajoutons que vous aurez la déclaration en intégralité du candidat malheureux Soumaïla Cissé. Ministère de l'eau et de l'énergie, tenu du premier atelier national de coordination du secteur eau, hygiène et assainissement au Cameroun, réuni ce 12 août 2013 dans la salle des conférences du ministère de l'eau et de l'énergie. Les représentants des administrations impliquées dans l'amélioration de l'accès à l'eau potable, les acteurs au développement et les membres de la société civile ont réfléchi sur une stratégie visant à réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable à travers la mise sur pied d'une politique visant à améliorer l'accès aux infrastructures d'eau et d'assainissement à l'horizon 2020. Compte rendu Nicole Rissimignem, Alexis Kodamougou et le récit de Noël Anozoa. Selon le représentant de l'UNICEF au Cameroun, il s'agit d'impliquer tous les acteurs œuvrant pour l'amélioration de l'accès à l'eau potable de qualité avec une couverture maximale afin d'éviter les maladies hydriques dont continuent de souffrir les populations camerounaises. Cette synergie d'action permettra de répondre aux objectifs du millénaire qui, au-delà de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035, ambitionne de réduire de manière significative l'état qui persiste dans la distribution de l'eau potable entre les régions, les milieux urbains et ruraux. Il y a aussi les organisations de la société civile qui font un effort, qui sont invitées. Les organisations des Nations Unies, ce n'est pas seulement l'UNICEF que la question de l'eau intéresse, mais aussi le secteur privé. Un partenariat intelligent avec le secteur privé a démontré des résultats dans d'autres pays, et comme au Cameroun aussi, qu'en mettant nos efforts ensemble, on peut atteindre des résultats beaucoup plus intéressants par rapport aux populations, à leur accès à l'eau. Les responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'eau et de l'énergie, les acteurs au développement et les membres de la société civile sont appelés, dans un contexte marqué par de nombreuses et récurrentes crises humanitaires, à réfléchir sur des solutions à long terme pouvant être mobilisées lorsque besoin se fait ressentir. L'accroissement du taux d'accès à l'eau potable de 69% à 75%, l'augmentation du taux d'accès aux infrastructures d'assainissement de 15% à plus de 60% pour la réalisation d'1 200 000 latrines sont les principaux objectifs visés par les responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'eau et de l'énergie, les acteurs au développement et les membres de la société civile dans le cadre de la tenue du premier atelier national de coordination du secteur eau, hygiène et assainissement. Élections législatives et municipales, 365 614 cartes d'électeurs ont été distribuées à ce jour dans le littoral. L'information filtre d'une concertation tenue ce 13 août entre EDECAM et les acteurs politiques de la région. Pour l'organe en charge de l'organisation des élections, organisateur de la rencontre, il s'agissait d'échanger avec la crème politique de la région du littoral afin de prévenir toute entrave au bon déroulement du scrutin le 30 septembre prochain. Reportage. De prime abord, le membre du conseil électoral Thomas Jacques Bonda a défini les axes de réflexion qui ont guidé la rencontre de ce 13 août. Il s'agissait respectivement de la situation de la distribution des cartes électorales dans la région du littoral, la composition des différentes commissions de supervision de vote et la proposition des stratégies pour assurer une élection transparente le 30 septembre prochain. Pour l'émissaire d'EDECAM, l'échange du jour est un impératif pour prétendre à un scrutin de qualité. 3 grands points étaient à l'ordre du jour: la distribution des cartes, la mise en place des commissions
et la sécurité qui doit entourer, que nous devons garantir nous-mêmes pour que d'ici le 30 septembre et après, que tout soit très bien et que nous travaillons dans la sérénité. On apprendra alors que contrairement à d'autres régions du pays, le littoral traîne encore le pas en ce qui concerne la distribution des cartes électorales. À ce jour, seuls 365 614 cartes ont été distribuées, soit un taux de réalisation de 53,5%. Un taux qui, de l'avis du délégué régional d'Elections Cameroun, se justifie aussi par le manque d'implication des partis politiques dans le processus du retrait des cartes d'électeurs. Parlant des stratégies pour assurer une élection transparente, les politiques présents à la rencontre du jour n'ont pas été tendres à l'endroit de l'organe. On est dans un système, dans un régime qui a comme tare congénitale la fraude, la tricherie, la répression, etc. Elle a installé ce climat, ce régime a installé ce climat dans la vie politique. Donc forcément, même si on met en place des structures plus ou moins adéquates, le climat, les habitudes de fraude sont là. Quand vous voyez que le RDPC triche à son propre sein, qu'en est-il lorsqu'il s'agit des adversaires? Le jeu de questions-réponses a également permis de s'étendre sur d'autres sujets, tels la possibilité pour un électeur de voter uniquement avec sa carte nationale d'identité. Le membre du conseil électoral précisera alors que cette exception, qui figure en bonne et due forme dans l'alinéa 2 de l'article 103 du code électoral, ne devrait pas s'ériger en règle. Pour le reste, la rencontre qui s'est déroulée en présence de plusieurs autorités administratives, dont le préfet du Vouri, Nasri Paul Beya, a laissé échapper quelques tensions entre partis politiques qui laissent croire qu'en matière d'organisation d'élections sereines dans le littoral, l'ECAM n'est pas au bout de ses peines. Il le disait également au titre des missions collectives au sein de l'UNDP à Garoua 2e. Des responsables locaux du mouvement des jeunes de cette formation politique se sont réunis ce jour, mardi 13 août 2013 à l'Inde, dans la commune de Garoua 2e, en vue de prononcer une déclaration collective de rupture avec l'UNDP, au sein de laquelle ils ont décrié les méthodes managériales, particulièrement dans la circonscription politique de Benue-Ouest, où les dernières investitures ont, selon les démissionnaires, laissé transpirer la confiscation du parti par une famille. Giscard Raman Bonnier, Amadou Bello et Bintou Akoum pour les précisions. Ils sont 15 présidents de sous-section et membres de la section Mouvement des jeunes pour la démocratie et le progrès MJDP de Garoua 2e à avoir décidé ce 13 août de remettre officiellement le tablier au président national de l'UNDP, Bello Bouba Maïgari. Quand j'ai milité à l'UNDP, il y avait un seul président national. Mais actuellement, je ne sais qui est le président national de ce parti. Est-ce que le président national a remis à une famille ce parti? Ou bien est-ce que c'est lui-même qui gère encore ce parti? Les démissionnaires viennent pour la plupart des quartiers où, selon leur porte-parole, aucun projet de société n'a été réalisé au profit des jeunes par l'exécutif communal sortant, dirigé par Oumoul Koultoumi Aïdjo. La confiscation du parti par une bande de personnes et le non-respect des équilibres dans la répartition des sièges sont revenus régulièrement dans les dénonciations de l'orateur Hamadou Mamadou Babba, ex-conseiller municipal de la commune de Garoua 2e, banni de la liste des UNDP en course pour les municipales du 30 septembre prochain. Les raisons qui nous ont poussés à quitter ce parti, c'est parce qu'on s'est rendu dans la ville de Garoua 2e que c'est toute une monarchie, une poignée de personnes qui imposent, qui choisissent les gens dont ils ont besoin d'investir. Quant aux législatives, les insurgés ont fait remarquer que les deux candidats titulaires à eux imposés sont tous issus d'une même commune, à savoir Garoua 2e, alors que la circonscription électorale de Benue-Ouest en compte 9. Nous le disions également à long terme de ce journal, la Cour suprême siégeant comme Conseil constitutionnel examine les recours. Conformément aux dispositions de l'article 129 du Code électoral, la haute juridiction procède depuis ce 13 août 2013 à l'examen des 74 requêtes introduites par une vingtaine de partis politiques aux fins de contestation de réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures à l'élection des députés prévue le 30 septembre prochain. Compte rendu d'audience, Salmon Foué, Marcel Vaudrabin et le récit de Serge Tetka. Il est environ 10 heures lorsque le premier président de l'Auguste Chambre, Alexis Dipanda Mouele, procède à l'ouverture de l'audience des chambres réunies
de la Cour suprême siégeant comme conseil constitutionnel dans le cadre du contentieux préélectoral en vue du double scrutin du 30 septembre prochain. 74 recours introduits par une vingtaine de formations politiques étaient inscrits au rôle soumis à l'examen des membres du Conseil constitutionnel. L'UMS de Pierre Kouemo, qui comptait 19 requêtes, va contre toute attente briller par un désistement massif de la plupart de ces recours. L'OMRC de Maurice Kamto, avec 11 recours enregistrés, sollicitait entre autres l'acceptation de ces déclarations de candidature dans l'Omfundi, le Vouri-Est, les Hauts-Plateaux et les Bamboutos, de même qu'il réclamait l'annulation des listes SDF dans la Mifi et le Vouri-Centre. Avec 9 recours, le SDF de Nidjon Frundi arrive en 3e position dans ce tableau. Le RDPC, le parti au pouvoir, pointe à la 4e place. Certains militants sollicitaient la disqualification des listes RDPC dans le Mayo Chanaga, le Ognon, le Nyon et Kélé, ainsi que l'annulation de la liste SDF dans la Menchum Nord. À l'annulation de la plupart de ces recours, l'auguste juridiction a déclaré pour l'essentiel irrecevable, soit pour défaut de qualité ou en raison de leur dépôt manifestement tardif. Seuls 2 recours ont été mis en délibéré pour la fin de l'audience. Il s'agit de celui introduit par Garga Amanadi de l'ADD qui réclame la réformation des listes dans le Diamaré Centre, le Diamaré Sud, la Vina, le Faro Edeyo et la requête du SDF réclamant l'annulation de la liste de l'ANDP à Kumba Centre urbain. La nuit s'annonce donc longue à la Cour suprême qui devra vider son délibéré avant le lever du jour. Voici à présent la réaction de quelques leaders politiques à la sortie de cette audience. Je sors de là, comme je vous l'ai dit devant là-bas, je respecte les institutions de la République à partir de de la Cour suprême siégeant en lieu et place par le Conseil constitutionnel. Il vient de dire qu'ils ont vidé le dossier de Merci et qu'au fond, il n'y avait pas de raison. Je pense, à mon âme et conscience, qu'il était important que la haute juridiction de mon pays soit saisie pour que le Cameroun sache que dans l'Union Ekele, les élections législatives ne se passeront pas bien parce que l'immoralité ne peut pas servir de base à l'honneur. Dans un tout autre registre, l'agence de la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS de Bertois, face à une cinquantaine de patrons et représentants d'entreprises exerçant dans les PME. Cette concertation tenue à la salle de la CNPS de la ville s'est organisée pour faire état de la télédéclaration salariale et la cotisation sociale de chaque mois. À ce jour, moins de 20% ont souscrit à la télédéclaration, tandis que près de 80% des chefs d'entreprise ne sont pas encore enregistrés. Explication dans ce compte rendu de Roméo Tignon, Ernest Atiba et le récit de Zobel Apollinaire Bon. Il était question pour l'agence de la Caisse nationale de prévoyance sociale de Bertois d'apprécier avec les chefs d'entreprise le chemin parcouru jusqu'ici par la télédéclaration salariale et cotisation sociale mensuelle. À ce jour, seulement moins de 20% d'entreprises ont souscrit à la télédéclaration pour un taux de 80% de non-souscription imputable à certains chefs d'entreprise. Les raisons de ce faible pourcentage sont relatives aux problèmes de liaison informatique, au manque de confiance mutuelle entre l'employeur et l'employé et aux arriérés des salaires enregistrés dans certaines petites et moyennes entreprises. C'est autant de choses qui permettent que on ne parvienne pas à liquider ou qu'on accumule des instances. C'est l'un des facteurs d'instances dans notre centre. L'adhésion le 13 juillet dernier des 22 employés de l'association des mototaximens de Bertois, entendez Astamop, à la télédéclaration de la CNPS est un élément déclencheur à même d'amener les autres PME à garantir la sécurité sociale de leur personnel. Nous avons toujours entendu parler de la CNPS, nous n'avons jamais su ce que c'est qu'une CNPS. Le secteur de mototaxi, dans l'ensemble du territoire, devait s'approcher des services de la CNPS. À l'issue de cette concertation, les explications du délégué régional du travail et de la sécurité sociale pour l'Est ont satisfait tous les participants, répartis outillés en ayant conscience de ce qu'est la télédéclaration voulue par le gouvernement pour assurer une saine couverture sociale aux familles.
Enseignement privé de base, le comité du littoral, régional du littoral, évalue l'année scolaire 2012-2013. Cela s'est fait ce 13 août au cours d'une rencontre qui a réuni les responsables des établissements privés. Il s'agissait entre autres de débattre sur le fonctionnement de ce type d'établissement et de leur relation avec la tutelle et les administrations partenaires. Hériticheux, José Ngongon. Des 3250 établissements scolaires maternels et primaires que comptait la région du littoral en cette année scolaire 2012-2013, 2290 relèvent du secteur privé et plusieurs d'entre elles font partie des meilleures structures scolaires de la région, produisant des résultats satisfaisants avec au CPE 28 645 candidats pour 26 753 admis, soit un pourcentage de réussite de 93,40%. 6 328 candidats pour 5 690 admis, soit un pourcentage de réussite de 89,92% au First School Living Certificate et au Common Entrance Examination, 5 700 candidats pour 4 965 admis, soit un pourcentage de réussite de 87,41%. Je ne voudrais faire un procès à personne, mais le résultat, c'est le produit d'un travail. Et l'excellence, c'est le produit d'un travail bien fait. Un établissement privé, c'est un établissement d'excellence et par conséquent doit produire des résultats excellents. Malgré ces performances, les établissements privés dans la région du littoral connaissent de nombreux problèmes, notamment la persistance du phénomène des établissements clandestins en dépit des efforts fournis par les autorités administratives, le paiement irrégulier des salaires au personnel, le non-respect du calendrier de production des documents périodiques, entre autres. Nous voulons résolument tourner le dos au tard du passé. Aussi faut-il donc revoir toutes les activités de l'année scolaire précédente. Qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé et recorriger afin de garantir une année 2013-2014 plein de succès. Face à ces manquements, les responsables éducatifs ont été rassurés quant à la disponibilité des autorités administratives et responsables des forces de maintien de l'ordre afin de mettre de l'ordre dans ce secteur. Sur ce, l'enseignement privé de base aux sorties de ces assises doit proposer à l'hiérarchie des solutions visant l'assainissement de ce secteur, préalable à l'amélioration du fonctionnement et du rendement du service éducatif de la région. Au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, 4 coordonnateurs de programmes et projets nommés le 9 août dernier par décret ministériel ont été installés ce 13 août 2013 au cours d'une cérémonie présidée par Jean-Claude Ekouafouane, secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Il s'agit des projets phares qui permettront à l'agriculture camerounaise encore archaïque de passer à celle de deuxième génération. Tout en les félicitant, Ekouafouane Jean-Claude leur a reprécisé le contexte dans lequel ils entrent en fonction. Il est question à court terme de faire passer l'agriculture camerounaise à celle de deuxième génération à travers un redéploiement des responsables au sein des 10 projets. Une agriculture de deuxième génération avec une plus grande productivité, un souci de performance pour des résultats plus probants. Et à la fin de cette cérémonie, le secrétaire général du MINADER s'est confié au micro de Camnews 24. Je propose de le suivre. À l'heure où notre agriculture est en train d'évoluer vers ce que nous appelons une agriculture de deuxième génération, c'est-à-dire une agriculture qui devra se caractériser par une plus grande productivité, de haut rendement. Nous attendons des coordonnateurs qui viennent d'être installés de se consacrer, n'est-ce pas, un quart d'heure dans leur nouvelle mission. À présent, un tour hors de nos frontières pour le résumé de l'actualité internationale. C'est avec Bintou Akouma. Le torchon brûle entre Manuel Valls et Christiane Taubira. Le journal Le Monde a révélé une note très critique du ministre de l'Intérieur contre la réforme pénale de la garde des Sceaux. Il en appelle même à l'arbitrage du président de la République sur ce dossier. Matignon relativise et parle d'une phase normale d'échange préalable aux arbitrages. Il devient difficile de manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Cet été, le prix moyen des fruits a flambé de 14%.
et celui des légumes de 17%. Selon une étude de l'association Famille Rurale principale responsable, les mauvaises conditions météo constatées depuis début 2013. Tension en Israël autour des colonies avant les négociations de paix. L'État hébreu a donné mardi un coup d'accélérateur en autorisant la construction de 942 logements à Jérusalem-Est, une décision aussitôt dénoncée par les responsables palestiniens. Un coup dur également pour la diplomatie américaine. John Kerry a exprimé ses graves inquiétudes. Le bras de fer continue en Égypte entre pro-Morsi et le pouvoir au lendemain de la prolongation de 15 jours de la détention de l'ex-président égyptien. Les partisans de Mohamed Morsi appellent à de nouvelles manifestations depuis l'expiration de l'ultimatum dimanche de la police. Les islamistes multiplient des appels à défiler à travers le pays. Ce n'est pas un avion, ce n'est pas un train, mais il promet un voyage supersonique en toute sécurité. Le projet Hyperloop de l'entrepreneur américain et sud-africain Elon Musk prétend pouvoir faire voyager des êtres humains à bord de capsules dans un tube à basse pression à une vitesse qui pourrait atteindre 1220 km/h. Un Paris-Marseille sur 30 minutes, ce ne sera peut-être bientôt plus de la science-fiction. Du tennis de table avant de clore ce journal, la 5e édition des internationaux rentre en gare. 7 pays ont pris part du 10 au 11 août dernier dans l'une des salles multisports du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé à cette compétition. La pongiste camerounaise Sarah Nana Hanfou et l'égyptienne Mohamed El Soubski sont les vainqueurs de cette édition. Compte rendu de Nicole Rissiminiam, Marcel Vaudarbin et Apollinaire Zobelbon. La première finale de cette 5e édition des internationaux Sonara a opposé Sarah Nana Hanfou à l'égyptienne Rim El Araki. Une rencontre qui a vu la victoire de la pongiste camerounaise sur un score de 4-7-0. Durant 45 minutes, les deux pongistes se sont donnés à fond dans un spectacle très alléchant qui a tenu en haleine le nombreux public venu assister à cette compétition. C'était dur, j'ai dû rentrer dans la compétition dès le début. Chaque match, je les ai pris sérieusement, on discutait la tactique avec le coach. Sur ce genre de compétition, il ne faut vraiment pas prendre les adversaires de haut et se concentrer dès le début. La deuxième finale va opposer le Nigérian Kizem Makunjwala Isiaka à l'Égyptien Mohamed El Sobki. Une rencontre pleine de rebondissements qui s'est soldée par un score de 3-7 contre 1 en faveur du pongiste égyptien. Le bilan est largement satisfaisant et je voudrais dire positif. S'agissant de la participation, tous les pays invités ont pris part à cette compétition, à l'exception seulement du Maroc qui a eu quelques petits problèmes. S'agissant maintenant de la qualité technique, nous avons vécu de très très belles rencontres et je pense que vous-même, vous avez pu constater qu'au fil des années, le niveau technique de cette compétition est de plus en plus relevé. Pendant 2 jours, l'Algérie, le Congo-Brazzaville, l'Égypte, la République démocratique du Congo, le Nigeria, la Tunisie et les invités spéciaux ont fait de la 5e édition des internationaux Sonara un événement majeur. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne continuation de programme sur CAMnews 24.